La campagne de vaccination à Mbandaka, qui utilise un vaccin non homologué, s'adresse uniquement aux premiers intervenants et à toute personne qui a été en contact avec des personnes infectées par le virus Ebola, ainsi qu'au contact de ces contacts. La grande mission que nous avons, donc en communication pour le développement ici, avec UNICEF, c'est pour arriver à mobiliser la population autour de la vaccination. Donc nous entrons dans le ménage, des contacts pour leur parler de la vaccination qui arrête la chaîne de transmission. Nous leur parlons de l'avantage de la vaccination, nous leur parlons de ce qu'ils doivent se faire, comment ils doivent se comporter, et enfin les amener au site de vaccination pour se faire vacciner. C'est l'essentiel du travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. L'épidémie d'Ebola s'est déclarée le 8 mai à Bikoro, à 600 km au nord de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Elle s'est ensuite propagée à la ville de Mbandaka, peuplée de 1,2 million d'habitants. Quelques jours après sa prise de fonction en tant que Premier ministre de la Guinée, Ibrahima Kassory Fofana a formé son gouvernement. Composé de 33 ministres, son équipe n'enregistre pas de changement majeur par rapport à celui de son prédécesseur Mamadi Youla. Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice et de l'administration du territoire conservent leur poste. En revanche, le portefeuille de l'économie est confié à Mamadi Camara, précédemment ambassadeur en Afrique du Sud. Deux dirigeants de deux petites formations d'opposition font leur entrée au gouvernement. Il s'agit d'Aboubacar Silla et Mamadou Mokhtar Diallo. Ils sont respectivement en charge des transports et de la jeunesse et l'emploi des jeunes. Ibrahima Kassory Fofana a été nommé Premier ministre de la Guinée par le président Alpha Condé suite à la démission de Mamadi Youla. Ce dernier a présenté à Alpha Condé sa démission ainsi que celle de tout son gouvernement le 17 mai dernier, soit plus de 2 mois après la promesse du président guinéen de faire un grand remaniement ministériel après une série de grèves et de manifestations souvent meurtrières. Dans les jours à venir, de nombreux jeunes Nigériens prometteurs se joindront à moi pour la signature de la loi pas trop jeune pour être candidat. Ainsi s'exprimait le chef de l'État Muhammadu Buhari dans un discours prononcé à l'occasion du jour de la démocratie célébré tous les ans dans le pays. Votée par les 2 chambres du Parlement l'année dernière, cette loi a ensuite été conformément à la Constitution approuvée par les 2 tiers des assemblées législatives des États. L'assentiment du chef de l'État est la dernière étape du processus. Le test prévoit l'abaissement de 40 à 35 ans de l'âge minimal requis pour être candidat à l'élection présidentielle et de 35 à 30 ans pour briguer un mandat sénatorial ou de gouverneur. Les membres de l'Assemblée nationale et des assemblées des États devront avoir au minimum 25 ans. La loi vise à encourager la participation des jeunes à la vie politique dans un pays où plus de la moitié des quelques 180 millions d'habitants a moins de 30 ans. À 75 ans, le président nigérien Muhammadu Buhari espère être réélu pour un 2e mandat de 4 ans à la présidentielle de février 2019, la 6e à se tenir depuis le retour à un régime civil en mai 1999. Rokaya vit dans cette pièce de 10 mètres carrés avec 3 de ses camarades de classe. Cette chambre, elle les sert de dortoir, de salon mais aussi de cuisine, une condition proche du dénouement dans laquelle elles vivent et étudient. Avec les matelas qu'on superpose et qu'on fait descendre la nuit, et en même temps on veut cuisiner, on veut tout faire dans cette chambre-là et travailler. Vous voyez la table là, c'est pour au moins 3 personnes. La chaise, souvent on est obligé, moi je reste sur le lit pour travailler souvent, ou bien je sors. Autre précarité de l'air quotidien, c'est les problèmes d'eau. Un seul robinet alimente tous les bâtiments. Rokaya remplit 2 seaux d'eau par jour pour son usage quotidien. Mais très souvent, l'eau ne coule pas. Il n'y a pas d'eau encore, oh là là. Ça devient encore plus compliqué aujourd'hui, franchement. Là, on est obligé d'aller puiser de l'eau au réservoir. Bon, s'il n'y en a pas là-bas, aller dans les villages environnants ou bien acheter de l'eau. Le manque de logement à l'université pousse certains étudiants à trouver un logement en dehors du campus. Abdou est membre d'une association qui les aide à trouver un logement comme cette maison à une centaine de mètres de l'université. Ici, 12 personnes vivent. Ils cotisent 2 000 francs CFA par mois. Le reste des frais
est cherchée ailleurs et souvent difficilement. Maintenant, la recherche de fonds, quand même, parfois c'est compliqué. Nous courons derrière les ONG, derrière les autorités politiques, les maires, les hommes de bonne de la localité. Et des fois, nous sommes confrontés à ces problèmes-là, de prendre en charge en quelque sorte la question de l'électricité, de l'eau et même du paiement. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est le calme qui règne en ces moments sur les campus. Les étudiants en grève illimitée sont rentrés en famille. Difficile de rester ici dans des conditions de surpeuplement pendant ces moments de grève. Les autorités sont en train de construire de nouveaux bâtiments pour améliorer les conditions de logement des 10 000 étudiants qui peuplent les amphithéâtres. Dans un discours retransmis à la télévision où il défendait son bilan, Youssef Chahed a souligné que son gouvernement a rempli ses obligations en matière de stabilité, sécurité, lutte contre le terrorisme et relance du tourisme. Selon lui, la croissance qui avait timidement repris en 2017 après des années de marasme, notamment liée à la chute du tourisme, avait atteint 2,5% sur les 4 premiers mois de 2018 et devrait dépasser les 3% au deuxième trimestre. Le Premier ministre tunisien a cependant admis que le gouvernement avait échoué dans certains domaines, mentionnant notamment la chute du dinar. Il a réitéré son engagement à réformer les caisses sociales et les entreprises publiques largement déficitaires. Le chef du gouvernement tunisien a effectué cette sortie médiatique alors qu'il est secoué depuis plusieurs semaines par une contestation, y compris au sein de son propre parti. Youssef Chahed, 42 ans, issu du parti présidentiel Nida Tounes, a été nommé en août 2016 à la tête du gouvernement d'union nationale. Il est également soutenu par le parti islamiste Ennahda, partenaire de la coalition gouvernementale. La puissante centrale syndicale UGTT et le chef de Nida Tounes, Hafed Kaïd Essebsi, fils du président tunisien Béji Kaïd Essebsi, réclament le départ de Youssef Chahed en arguant des difficultés économiques du pays. La situation sécuritaire se détériore au Mozambique. Une nouvelle attaque a fait 10 victimes dimanche dernier, dont 2 adolescents. Les auteurs de cet acte n'ont toujours pas été appréhendés. Toutefois, les forces de police suspectent un groupe islamiste radical connu sous le nom de Al-Shabaab qui a émergé il y a plusieurs mois. Este é grupo que foi amplamente fragilizado. O que nós assistimos é total desespero deste grupo em tentar buscar algum protagonismo, cometendo, portanto, este caso hediondo. Ceci est un groupe qui a été fortement affaibli. Ce qu'on a pu voir, c'est le désespoir total du groupe en essayant d'être protagoniste en commettant ce crime odieux. Malheureusement, je peux confirmer que 10 personnes ont été tuées avec des couteaux, en particulier du type katana utilisé dans les fermes sucrières. Dans le groupe des défunts, il y avait 2 adolescents de 15 et 16 ans. Quand la police a pris conscience de l'attaque, avec les autres forces, ils se sont positionnés dans la zone et ont commencé le processus de persécution qui se poursuit toujours. Ce que nous faisons, c'est de chasser ce groupe d'individus qui est très fragile. Comme vous pouvez le constater, ce sont des actions désespérées que nous condamnons très fortement et tout est fait en ce moment pour trouver et mettre ces individus en prison, comme nous l'avons fait avec beaucoup d'autres agresseurs qui sont en prison et sont tenus responsables. É encontrar estes indivíduos para os colocar na prisão para devida responsabilização, de forma copiosa como tantos outros já os colocamos já para o tribunal para serem responsabilizados. Les autorités mozambicaines affirment depuis des mois avoir établi l'ordre dans le pays. Et pourtant, des violences attribuées au groupe Al-Shabaab, dont les membres se cachent dans la forêt, continuent à agiter la région, proche des énormes champs gaziers récemment découverts au large des côtes mozambicaines. Plus de 300 personnes soupçonnées d'être proches de ce groupe ont été arrêtées depuis octobre. Le procès implique 19 responsables dont le directeur du service national de la jeunesse. Ils sont accusés de corruption pour la disparition d'environ 76 millions d'euros. Cette affaire fait surface au moment où la presse kenyane fait état de plusieurs scandales de corruption. Le directeur du service, Richard Ndoubaï,
ainsi que la plus haute fonctionnaire du ministère de la Jeunesse, Liliane Omolo, sont les personnalités les plus importantes arrêtées lundi à l'aube. Les 17 autres suspects sont des subalternes au sein du service national de la jeunesse et des fournisseurs accusés d'avoir reçu des paiements litigieux. Selon le bureau du procureur, les charges retenues incluent le vol d'argent public, le faux et usage de faux et l'abus de pouvoir. Le service national de la jeunesse est une institution prodiguant un entraînement paramilitaire à ces jeunes recrues qui reçoivent aussi un salaire, des formations techniques et travaillent à des projets du gouvernement. Cette institution est à la pointe du projet du président Uhuru Kenyatta pour combattre le chômage chez les jeunes. Avec son budget d'environ 215 millions d'euros par an, il a été miné par la corruption ces dernières années. Un premier scandale avait éclaté en 2015 après le vol de 7 millions de dollars via des paiements fictifs ou des factures artificiellement gonflées. Le dernier scandale en date, dévoilé par des fournisseurs, vise le même type de malversation ayant bénéficié à des proches de politiciens influents. En 2017, le Kenya était à la 143e position sur 180 dans le classement annuel de Transparency International pour la perception de la corruption dans le monde. Comme une traînée de poudre, les réactions s'enchaînent depuis le jeudi 24 mai dernier. C'est en effet la date à laquelle le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a suspendu par mesure conservatoire le quotidien La Nouvelle Tribune. Le 29 mai, plusieurs audiences ont eu lieu au siège de l'institution où le président a reçu une délégation de l'Union européenne, des associations de défense des droits humains et les associations des professionnels des médias. J'ai mieux compris en fait les normes sur lesquelles le président se base. J'ai surtout mieux compris le processus décisionnel, le calendrier, les raisons invoquées. À ce stade, en tout état de cause, l'objectif est de comprendre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Union européenne en fait est un défenseur des droits de l'homme, dont un des premiers est évidemment la liberté d'expression. Mais ici, il s'agissait surtout de comprendre en fait ce qui a amené en fait la décision, pourquoi et quelle sera en fait la suite. Pour Amnesty International, nous espérons, Monsieur le Président, aussi comprendre le contexte qui s'est créé depuis novembre 2016 et savoir un peu, si vous voulez bien, Monsieur le Président, quelle est la situation de ces organes qui ont été fermés entre-temps, certains qui ont été ouverts, certains qui ne sont toujours pas ouverts. Et si vous le permettez, un troisième petit point, c'est d'aborder la question qui défraie aussi la chronique à propos des piratages ou de brouillage de certaines ondes. L'ambiance est tendue entre le président de la HAC et les professionnels des médias, ces derniers l'accusant de vouloir museler la presse. Élu fin décembre sur un programme pro-pauvre, le président libérien George Weah a approuvé un nouveau plan qui réduit les taxes sur un grand nombre de marchandises importées sur le marché libérien. Les taxes douanières vont donc baisser de 40 à 81% sur plus de 2000 produits largement consommés par les Libériens. Les attaquants du PSG et du Milan AC avaient demandé à son administration fiscale de lui soumettre des propositions dans les 72 heures. Le président a par conséquent chargé le ministère du Commerce et de l'Industrie de mettre en œuvre d'urgence une réduction cohérente et proportionnelle des prix des produits concernés afin d'apporter un soulagement aux populations pauvres. George Weah, en succédant à Ellen Johnson Sirleaf le 22 janvier dernier, a pris la tête d'un pays en grande précarité financière et lourdement dépendant de l'aide internationale. Il est notamment confronté à la dépréciation de la monnaie locale qui rend les marchandises importées impayables pour beaucoup de Libériens. Peu après son accession au pouvoir, George Weah avait annoncé une réduction de son salaire et de ses primes de 25% et fait passer de 16 à 13 $ le prix du sac de 25 kg de riz, aliment de base au Libéria, entièrement importé.